Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du 22h dont tels sont les principaux intitulés. À l'occasion de la journée internationale de la langue chinoise, l'ambassade, en collaboration avec le MEMFA, va organiser une cérémonie haute en couleurs. Dans un contexte de forte tension régionale, l'Iran aurait transmis aux États-Unis une proposition diplomatique par le biais d'une médiation pakistanaise en vue d'un cessez-le-feu permanent. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti dans la continuité des messages de félicitations adressés au chef de l'État à la suite de sa brillante réélection. Victoire et réélection, la présidence de la République continue de recevoir des messages de félicitations. Le président de la République, son Excellence Mamagele, continue de recevoir ainsi des chaleureuses félicitations ainsi que des vœux de succès et de réussite de ses homologues chefs d'État et de gouvernement à la suite de sa brillante réélection à la magistrature suprême du pays. Et dans ce cadre, le président de la République, la présidente de la République de l'Inde, Madame Draupadi Murmu, lui adresse un télégramme de félicitations. Je cite, je vous félicite pour votre réélection à la présidence de la République Djibouti, a écrit ainsi la présidente indienne dans son message. Je suis convaincue que sous votre direction, Djibouti poursuivra sa croissance économique durable, conformément à la vision 2035 a-t-elle poursuivi. Se félicitant également des relations chaleureuses et amicales entre l'Inde et Djibouti fondées sur une vision commune de la paix et de la sécurité. L'Inde attache une grande importance à son partenariat avec Djibouti, avec qui ils ont bâti donc des relations de confiance. Le président de la République, son Excellence Mamagele, a également reçu un télégramme similaire de la part de son homologue de Bangladesh, M. Mohamed Shahabuddin. Je vous adresse, dans lequel il stipule, et je vous adresse ainsi mes félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la tête de votre pays, a-t-il indiqué. Votre victoire électorale éclatante traduit l'adhésion massive de vos compatriotes à votre vision et à votre leadership, a-t-il souligné dans sa lettre de félicitations. Le président de Bangladesh a par ailleurs exprimé l'espoir, sous l'égide du président Guelleh, la nation djiboutienne poursuivra ainsi et renforcera son développement ainsi que son rayonnement sur la scène internationale. Il convient de préciser qu'outre les télégrammes de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, le président Guelleh reçoit également des messages de félicitations de même nature des responsables de hautes institutions régionales et continentales ainsi qu'internationales. C'est notamment le cas du directeur exécutif du Fonds monétaire international, la FMI, représentant Djibouti et du groupe Afrique 3, M. Régis Olivier Ntsaoudé. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris votre brillante réélection le 10 avril 2026 à la fonction du président de la République de la nation djiboutienne, a-t-il indiqué. Je vous adresse par ailleurs mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre importante responsabilité à la tête de l'État djiboutien, a-t-il ajouté, tout en soulignant que son engagement continue à contribuer au renforcement des relations de coopération entre la République et la FMI. Et dans le cadre de la culture démocratique et qui caractérise la vie politique de Djibouti, une rencontre empreinte de courtoisie et de responsabilité républicaine s'est tenue aujourd'hui, lundi 27 avril 2026. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en visite de courtoisie Mohamed Farah Samatar, candidat du Centre démocrate unifié, CDU, parti de l'opposition à l'élection présidentielle du 10 avril dernier. Cette rencontre qui s'inscrit dans une démarche de respect des institutions de la République, elle a permis d'échanger sur le rôle essentiel du Parlement dans le renforcement de la démocratie ainsi que sur les perspectives de consolidation de l'unité nationale à la suite du scrutin. Mohamed Farah Samatar a réaffirmé son attachement aux principes démocratiques en présentant de manière constructive et responsable des grandes orientations des projets politiques pour la nation. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Ledileta Mohamed Delita, a salué une démarche empreinte de maturité politique. Il a également souligné l'importance du dialogue entre les acteurs politiques pour garantir la stabilité institutionnelle et assurer ainsi le bon fonctionnement des institutions. En sa qualité de représentant du peuple, il a également indiqué la démarche qu'il a entreprise aujourd'hui ayant conduit à une réforme constitutionnelle visant à traduire la volonté populaire.
Cette visite qui illustre enfin une volonté partagée et privilégiée, l'intérêt supérieur de la nation et de contribuer à l'instauration d'un climat politique apaisé. Et à l'issue de cette rencontre, dans une intervention accordée à notre correspondant, il a indiqué, je cite, je salue la qualité des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, qu'il a qualifié de franc et constructif. Il a également précisé que cette audience s'inscrit dans sa volonté de privilégier le dialogue avec l'ensemble des institutions de la République, ainsi que les acteurs politiques, dans un esprit de responsabilité et d'apaisement. Nous devons bâtir ensemble un avenir fondé sur la justice, la transparence et la participation de tous les citoyens, a-t-il déclaré en substance à notre micro. Dialogue et renforcement des liens entre les peuples, un autre événement culturel, cette fois à l'occasion de la journée internationale de la langue chinoise. L'éducation nationale et l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une soirée culturelle placée sous le signe du dialogue et du partage. Cet événement qui a mis en lumière la richesse de la langue et de la culture chinoise tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre la Chine et Djibouti. Organisée avec le soutien de l'Institut Confucius, la célébration a mis en lumière l'importance des échanges culturels et linguistiques dans le rapprochement des peuples. Elle a également été marquée par le lancement d'une tournée artistique et culturelle, une première en Afrique portée par les étudiants artistiques de l'Université normale de Xiyuan. À travers ces performances artistiques et des présentations culturelles, cette initiative vise à faire découvrir le charme et la richesse culturelle chinoise tout en renforçant les liens d'amitié avec la Chine et le continent africain. À Djibouti, de nombreux étudiants se montrent de plus en plus engagés dans l'apprentissage de la langue chinoise, un atout stratégique dans un contexte de coopération économique et éducative croissante entre les deux pays. Cette cérémonie qui a été également marquée par des interventions officielles, notamment le discours de l'ambassadeur de Chine, M. Yu Bin, qui a salué la qualité de relations bilatérales et encouragé le renforcement des échanges culturels que nous allons suivre à l'instant. Cette année, les Chinois animés de rêves multicolores, particulièrement pétillantes ici à Djibouti. Comme nous pouvons les constater avec les coopérations croissantes sino-djiboutiennes dans tous les domaines, l'apprentissage du chinois est devenu une tendance. De plus en plus de jeunes djiboutiens choisissent de l'apprendre à l'Institut Confucius de poursuivre leur étude en Chine. Pour ces jeunes amis djiboutiens et djiboutiens, la langue chinoise est à la fois une clé pour découvrir la culture chinoise, un pont vers l'amitié sino-djiboutienne, un moyen pour élargir les rêves en ouvrant de nouvelles perspectives dans la coopération sino-djiboutienne, contribuant à l'approfondissement de notre amitié solide et étroite. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed, a également souligné que le rôle essentiel de l'apprentissage des langues étrangères, notamment le chinois, comme vecteur d'ouverture de formation d'opportunités pour la jeunesse djiboutienne. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la Journée internationale de la langue chinoise 2026, célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple à travers le spectacle artistique, élégance et charme du Sichuan. Cet événement s'inscrit dans un contexte particulièrement significatif, celui des échanges culturels et humains Chine-Afrique 2026. À travers cette initiative, la langue et la culture deviennent des pans essentiels pour renforcer la compréhension mutuelle, rapprocher les peuples et pour promouvoir le dialogue entre les civilisations. Je tiens à exprimer ici mes sincères remerciements
à l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti pour son engagement constant en faveur de la coopération éducative et culturelle. J'adresse également mes remerciements à l'Université normale de Sichuan, dont moi-même j'ai été décoré il y a 2 ans comme professeur émérite, c'est-à-dire un professeur, la personne qui a promu la langue chinoise ici à Djibouti. Donc je les remercie encore une fois de cette décoration. Et c'est une région que je connais très bien. Donc je me permets de les remercier personnellement pour l'organisation de ces tournées artistiques, ainsi qu'à l'ensemble, bien sûr, également de la troupe Élégance et Charme de Sichuan, qui effectue cette année sa première tournée en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, votre présence à Djibouti constitue un symbole fort d'amitié et de partage culturel et d'ouverture entre nos peuples. Autre consolidation partenariale dans le social, cette fois l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, ont signé un accord de subvention visant à renforcer la cohésion sociale à Djibouti. En valorisant ainsi le rôle de la femme comme actrice essentielle de paix, de développement, organisée au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette cérémonie qui a été marquée par une étape importante dans le renforcement des partenariats entre les 2 institutions dans le cadre de la 5e fenêtre de financement thématique du PNUD. Elle illustre un engagement commun en faveur d'une société plus inclusive, résiliente et solidaire. L'accord s'articule autour de 2 axes principaux, l'autonomisation des femmes à travers les renforcements de leurs capacités. Également, une sensibilisation communautaire visant à promouvoir le dialogue, prévenir les tensions et consolider la cohésion sociale. La représentante résidente du PNUD à Djibouti a pour sa part souligné le rôle central des femmes dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Dans un extrait, la participation active des femmes constitue un levier essentiel à la transformation positive, a-t-elle également indiqué. On l'écoute. Numérique et financière, ainsi que des opportunités concrètes d'insertion économique. Dans le cadre du cycle précédent de fenêtre de financement thématique, notre collaboration a également permis de lancer un premier programme de formation en médiation et prévention des conflits, de renforcer les capacités des leaders communautaires, dont une majorité de femmes, et d'appuyer des sessions de dialogue communautaire dans plusieurs régions. Et aux côtés de l'UNFD, que le PNUD souhaite poursuivre ses efforts. Je profite également de cette cérémonie pour saluer l'engagement de Mme Fatouma et l'UNFD et remercie à toutes les équipes mobilisées pour préparer cet accord. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a salué la concrétisation de ce partenariat, soulignant qu'il incarne une vision fondée sur la solidarité, le dialogue et la confiance. On l'écoute. Une vision dans laquelle chaque femme devient une force tranquille, une voix qui rassemble et une lumière qui éclaire son entourage. À travers ce partenariat avec le PNUD, nous semons ensemble des graines d'espoir, des graines d'autonomisation qui permettront aux femmes de se tenir debout, confiantes et actrices de leur destin. Des graines de paix qui feront grandir au sein de nos communautés une culture d'écoute, de respect et de vivre ensemble. Nous croyons profondément que lorsque les femmes avancent, c'est toute la société qui progresse. Lorsqu'elles s'expriment, une nouvelle harmonie s'installe. Et lorsqu'elles s'engagent, c'est un avenir plus sain qui se dessine pour tous. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que lancer une collaboration. Nous écrivons ensemble une véritable page d'expérience. Une page où le défi se transforme en opportunité et où l'unité s'impose comme notre plus grande force. Et pour cela, nous exprimons notre sincère reconnaissance au PNUD pour sa confiance et son engagement. Ensemble, nous avançons avec conviction, animés par une volonté commune. Ensemble, un tissu social plus fort, plus inclusif et profondément humain.
En faveur du respect et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme, le CNDH, a organisé aujourd'hui une session de formation sur les droits de l'homme au profit des agents de la garde-côte djiboutienne. Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus visant à promouvoir une culture de respect des droits fondamentaux au sein des institutions de sécurité. La CNDH a en effet pour mission de promouvoir et protéger les droits humains à travers des actions de sensibilisation, d'éducation ou de formation. Au cours de cette session, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées, notamment les principes universels des droits de l'homme, leur application dans les opérations maritimes ainsi que les mécanismes de protection des personnes, en particulier dans le contexte sensible tel que la migration ou les interventions en mer. Les participants ont également été sensibilisés autour du respect de la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes ainsi que l'intégration des normes internationales dans les pratiques professionnelles. Ce renforcement des capacités vise à faire des agents de la garde-côte djiboutienne acteurs de la protection des droits humains sur le terrain, à l'instar des actions déjà menées auprès d'autres corps de sécurité de Djibouti. Cette démarche illustrant ainsi également la volonté des autorités djiboutiennes de placer les droits de l'homme au cœur de l'action publique, notamment dans les secteurs stratégiques tels que la sécurité maritime. Écoutons le secrétaire général auprès de CNDH. Nous sommes réunis autour d'un thème fondamental, les droits de l'homme. Ce thème est au cœur de toute action publique moderne et il est indissociable de vos missions. Au cours de cette formation, vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances à travers 3 axes principaux. Les normes et les mécanismes des droits de l'homme, les liens entre les droits de l'homme et le travail des gardes-côtes, notamment dans le domaine de la criminalité transnationale, de la traite des personnes et du trafic de migrants, ainsi que les observations et recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme pour améliorer davantage vos pratiques professionnelles. Les gardes-côtes djiboutiens constituent une association civile spécialisée créée en 2011, chargée de la sécurité maritime et de la surveillance des eaux territoriales. Basée au camp de Doralé, votre unité opère des patrouilles modernes, contribuant efficacement à la lutte contre la pêche illicite, les trafics, ainsi qu'aux opérations de recherche et de sauvetage. Actualité hors de nos frontières régionales. D'abord, l'Union africaine condamne les attaques coordonnées au Mali et réaffirme son soutien indéfectible à Bamako. L'Union africaine a fermement condamné les attaques coordonnées menées par les groupes djihadistes et rebelles contre plusieurs localités du Mali, exprimant une solidarité totale aux autorités de Bamako face à cette nouvelle escalade de violence. Dans une déclaration publiée le 24 avril, l'organisation continentale a alerté sur les risques majeurs de ces offensives font peser sur les populations civiles exposées à des dangers graves et immédiats. L'Union africaine a appelé au renforcement d'une coopération régionale et des efforts conjoints pour lutter contre les groupes armés actifs au Sahel, tout en insistant sur la protection des civils et la garantie d'un accès humanitaire sûr et sans entrave. Ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire fragile au Mali, marqué par des persistances des violences et la dégradation de la situation humanitaire dans plusieurs régions du pays. Al Achai sacrée championne d'Afrique des clubs féminins du volleyball pour la 11e fois. Le club égyptien a remporté donc le championnat d'Afrique des clubs féminins de volleyball disputé le 23 avril 2026 au Caire en s'imposant en finale face au Kenya Commercial Bank devant son public. Al-Haili a livré une prestation solide et maîtrisée, s'appuyant sur une organisation collective efficace et une grande efficacité dans les moments décisifs. Malgré une forte résistance de l'équipe kenyane, les Égyptiennes ont su contrôler le match jusqu'au bout, confirmant ainsi leur expérience de grande compétition continentale. Internationale proposition iranienne via une médiation pakistanaise pour mettre fin à la guerre et réouvrir le détroit d'Ormuz. Des nouvelles initiatives diplomatiques émergent autour du conflit en cours avec une proposition de l'Iran
visant à mettre fin aux hostilités et réouvrir ainsi le détroit d'Ormuz, passage stratégique essentiel au commerce mondial du pétrole. Selon le site Axios, Téhéran aurait transmis cette offre par l'intermédiaire de médiation pakistanais en vue d'un accord global. La Maison-Blanche a qualifié ces échanges de négociations diplomatiques sensibles, rappelant que les États-Unis ne s'expriment pas par des médiations, mais en face. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi ses consultations diplomatiques avec une visite en Russie après des étapes au Pakistan et au Oman. Ces démarches qui s'inscrivent dans une série d'efforts visant à sortir de l'impasse actuelle. Des munitions non explosives menaçant ainsi civils. L'Organisation des Nations Unies alerte sur la présence massive de munitions non explosives de la bande de Gaza, représentant une menace grave pour les civils et un obstacle majeur pour la reconstruction. Selon les services de lutte anti-mine de l'ONU, le territoire est fortement contaminé avec environ une munition non explosive de plus de 600 mètres. Ces restes de guerre continuent de faire des victimes, même après les combats. Plus de 1000 décès auraient été enregistrés en raison des effets indirects du conflit, un chiffre probablement sous-estimé en raison des difficultés d'accès sur les terrains. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information. Je n'oublie pas de remercier mon équipe de la régie.